Mais il y a encore mieux que ça avec les maths. Alors j'ai utilisé le mot plusieurs fois juste avant sans vraiment m'y attarder, mais là il va vraiment falloir qu'on en parle parce que ça c'est quand même quelque chose de tellement fondamental en mathématiques et les mathématiques l'enseignent admirablement d'ailleurs. C'est la logique. Alors, au-delà du fait que ça puisse nous sembler naturel, la logique, on se dit intuitivement qu'on raisonne tous de façon logique et qu'il n'y a pas besoin de s'y attarder plus que ça, et que si on s'y attarde, ça peut nous sembler un peu suant et fastidieux, la logique. Mais je peux vous dire qu'être capable de raisonner de façon logique, c'est pas du tout le temps si évident que ça et ça peut vraiment vous sauver la mise assez souvent. Par exemple, je sais pas, les fausses promotions dans les supermarchés. Alors ça arrive, mais ça arrive assez souvent. Par exemple, une marque prétend qu'en achetant en gros, donc par exemple un pack familial, vous allez payer moins cher. Et c'est pas du tout toujours le cas. Pour voir si c'est une fausse promotion, il faut aller regarder le prix au poids, au kilo si vous préférez. Lui, il est inscrit en tout petit sous le prix du produit. Et vous verrez que l'achat en gros conduit à payer quasiment à chaque fois le même tarif, voire plus cher parfois qu'en achetant le modèle classique en petite quantité. C'est un bon moyen pour pousser à la surconsommation, ça d'ailleurs. Ou alors tenez ça, c'est une petite énigme que vous connaissez peut-être. You go into a toy store and there's a toy bat and a toy ball. Together they cost $1.10. And the bat costs $1 more than the ball. How much does the ball cost? 10 cents. We're all wrong, aren't we? En fait, c'est assez logique que la balle ne puisse pas coûter 10 cents parce que sinon, la batte de baseball coûterait $1.10 et le total, ça ferait $1.20. Du coup, la bonne réponse, c'est $1.05 pour la batte de baseball et 5 centimes pour la balle. Bon. Et là, ce qui est marrant, c'est que ce problème, il n'est pas fondamentalement difficile. C'est pas si compliqué que ça. On peut tous y arriver assez facilement en théorie, mais juste si on se donne la peine de réfléchir de façon logique. Et ça, encore une fois, ça demande de la concentration. Or, la concentration, ça fait mal, donc on évite, comme on l'a vu. Or là, dans la petite vidéo, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même un fait assez remarquable, c'est que ces 3 personnes qui ont répondu, là, ils ont répondu comme si la réponse était absolument évidente. How much does the ball cost? 10 cents. Ça paraissait évident. Sauf que, avec de la logique et de la concentration, on est parvenu à ne pas tomber dans le panneau de cette soi-disant évidence. Et ça c'est le mot que tous les profs de maths détestent entendre ou lire sur une copie et que par conséquent on essaye le plus possible d'éviter en maths, c'est le mot d'évident. L'histoire de la batte de baseball plus la balle, là, la réponse semblait évidente. Et en fait, pas du tout. Ça n'avait rien d'évident. Et la logique mathématique peut justement nous aider et nous entraîner à ne pas tomber dans ces panneaux de soi-disant évidence. Or, des évidences comme ça, on peut en rencontrer, mais tout le temps au quotidien. Vous savez, par exemple, ça c'est un truc de fou, l'effet cigogne. Alors vous connaissez sans doute la légende, la petite histoire selon laquelle les bébés seraient apportés par des cigognes. Eh bien, cette légende, elle vient en fait d'une croyance infondée et fausse. Parce qu'il se trouve qu'on avait remarqué, en France et plus particulièrement en Alsace, que les naissances étaient plus nombreuses dans les régions et les villages où il y avait plus de nids de cigognes. C'était assez flagrant. Conséquence, apparemment évidente, plus il y a de cigognes dans un village, plus il y a de chances que des bébés y naissent. D'où le fameux « les cigognes apportent les bébés » qui après est devenu une légende populaire. Sauf que c'est évidemment un raisonnement complètement faux. Parce que là, ce qu'on fait, c'est qu'on a confondu corrélation d'un côté et causalité de l'autre. C'est ça l'effet cigogne, c'est confondre corrélation et causalité. La corrélation d'un côté, c'est le fait que des événements ou des variables, si vous voulez, suivent des variations similaires. Par exemple, le nombre de nids de cigognes dans un village et le nombre de bébés qui y naissent. Alors que la causalité, ça, c'est le fait qu'un événement ou une variable implique un autre événement ou variable. Le premier est la cause du second. Il peut y avoir une réciprocité, mais bon. Donc ça, c'est imaginer que le nombre de cigognes qu'il y a dans un village influence le nombre de bébés qui vont y naître. Mais ça, c'est faux, c'est complètement faux. Et le truc, c'est que lorsque vous avez une corrélation, même très forte, entre deux variables ou événements, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un lien de causalité entre eux. Par exemple, truc de dingue, la corrélation entre le nombre de barils de pétrole importés par les États-Unis depuis la Norvège et le nombre de conducteurs de voitures morts au volant à cause d'une percussion avec un train aux États-Unis, regardez un peu les deux courbes,
C'est quand même assez dingue. Il y a une corrélation de 95,45% entre 1999 et 2009. Alors que bien sûr, il n'y a aucun lien de causalité entre les deux. Il n'y a aucun lien de causalité entre ces deux variables. L'une n'implique pas l'autre. Vous tenez aussi, ça c'est marrant, le taux de divorce dans le Maine et la consommation par tête de margarine aux États-Unis. Là, on arrive à un taux de corrélation de 99,26%. Ça semble complètement dingue, quoi. Parce que, bien évidemment, bien sûr, il n'y a pas de lien de causalité entre les deux. Mais si on nous avait montré juste ces deux courbes, sans nous dire de quoi il s'agissait, ou ce qu'elle représentait, intuitivement, on se serait sans doute dit directement « Ah, lien de causalité direct, mais direct quoi !» Eh ben non. Donc vous voyez, il faut faire bien attention à ça, l'effet cigogne. Il y a des variables corrélées qui n'ont juste rien à voir, mais vous en avez mais juste énormément. Et c'est très marrant à voir d'ailleurs. Je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller voir ça, c'est juste hilarant. En tout cas, vous voyez que pour déceler des non-évidences, eh ben, il faut passer par un raisonnement logique et rationnel. Voire même le mieux, c'est bien sûr de réussir à adopter un réflexe de raisonnement logique et rationnel posé pour aller directement contre notre propre penchant premier qui nous fait parfois bondir d'un coup comme ça à de fausses conclusions. Et si on ne pratique pas ce raisonnement logique et rationnel, alors là on peut se faire parfois mais complètement avoir et berner et manipuler, notamment dans un cadre public. Je vous conseille à ce titre l'excellent ouvrage d'Ali Al-Moussaoui, An Illustrated Book of Bad Arguments, soit un livre illustré des mauvais arguments. L'effet cigogne y est très bien répertorié d'ailleurs. Mais chose notable, c'est que si vous transférez l'effet cigogne dans une sphère collective et publique, alors là, ça peut donner quelque chose de carrément vicieux. Je vais citer monsieur Al-Moussaoui, aussi connu comme l'appel au peuple. Un tel argument utilise le fait qu'un nombre significatif de gens, peut-être même la majorité, croient en quelque chose comme à une évidence. Ainsi, en tant qu'individu, nous avons tendance à considérer à notre tour cette chose comme vraie, puisque un nombre significatif de personnes le croient vrai. Pour résumer, il s'agit de pousser les gens à accepter individuellement ce qui est populaire. Et cette méthode est fréquemment utilisée en publicité et en politique. Mais ouais, s'il y a de plus en plus de gens qui croient que quelque chose est vrai, on sera tenté de se dire que c'est sans doute vrai à notre tour. Ça va nous influencer. Or, comme les mathématiques nous entraînent à systématiquement raisonner de façon logique et rationnelle, elles peuvent nous permettre d'éviter ces pièges en nous faisant jusqu'à parfois adopter des réflexes de logique et de mise en garde, si vous voulez. C'est-à-dire que face à une situation, quelle qu'elle soit, plutôt que de sauter aux conclusions, bam, on va développer ce réflexe de se mettre à réfléchir de façon logique et posément. Vous voyez sur cette photo un avion américain qui vient de se faire canarder par des mitraillettes japonaises. Terrible. Le GI est revenu au bercail, heureusement. Alors, nos généraux américains se demandaient mais comment nous allons faire pour sauver nos pilotes de ces vilaines mitraillettes japonaises. Ça se passait dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors on a fait des études. Où est-ce que les balles des Japonais arrivent sur nos avions? Alors vous avez ici des exemples. Alors nos généraux américains nous disent c'est simple. On va protéger la carlingue de nos avions. On va mettre du blindage supplémentaire à ces endroits-là. Et tant pis pour les Japonais. Alors quand même, il y avait un gars, un général, qui s'est dit, mais peut-être on pourrait demander à un mathématicien, par exemple, ce qu'il en pensait. Un gars qui avait été éduqué aux mathématiques. Et ils sont allés voir ce monsieur, Abraham Wilde, un statisticien célèbre. Et Abraham Wilde s'est dit, non, il ne faut pas blinder aux endroits où vous voyez des points rouges. Au contraire, il faut blinder les avions aux endroits où vous ne voyez pas de points rouges. Et pourquoi ? Tout simplement parce que les avions qui ont été touchés, par exemple, sur un moteur, ils ne sont pas rentrés au bercail. Vous ne les avez pas vus, tout simplement. Donc c'était exactement le contraire qu'il fallait faire. Heureusement que Abraham Wilde avait pensé ces choses-là. Ouais, heureusement qu'il les avait pensées, ces choses-là. Parce que mais vous vous rendez compte de l'intérêt et de la puissance que peut avoir l'entraînement à la logique mathématique pour nous éviter de tomber dans ces pièges des soi-disant évidences. Alors notez que là, Abraham Wilde n'a pas fait de maths pour proposer sa solution avec les avions là. Il a juste raisonné de façon logique et posée. Il n'a pas sauté aux conclusions. Et on peut se douter que c'est justement le fait qu'il ait été mathématicien, qu'il ait fait tout le temps des maths, et donc qu'il ait été entraîné à faire des raisonnements logiques au quotidien,
qui lui ont permis d'aborder le problème sous un angle que les autres n'avaient juste pas considéré. Mais notez que peut-être Abraham Wald, sans doute qu'il n'a pas proposé sa solution comme ça. Peut-être que ça a été le résultat d'une réflexion et sans doute que lui-même, il a d'abord été tenté d'affirmer ce que les autres pensaient aussi de prime abord, c'est-à-dire protéger au niveau des trous. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, nous aussi les mathématiciens, enfin je dis nous, mais moi je ne suis pas du tout mathématicien, hein, mais nous qui faisons des maths, on n'est pas du tout immunisés contre les soi-disant évidences. Alors pas du tout. En revanche, et ça c'est un fait, c'est qu'on est très très bien entraîné à y prendre garde à ces soi-disant évidences. Dès qu'on voit une soi-disant évidence, à laquelle on serait même tenté d'adhérer, bam, red flag, il faut réfléchir et ne pas se laisser avoir. Il ne faut pas se laisser avoir. Et ça, que ce soit en mathématiques ou dans la vie de tous les jours, hein, parce que l'entraînement auquel nous soumettent les mathématiques, il est vraiment redéployable dans plein d'autres domaines. Et ce red flag, si vous voulez, il nous dit qu'il faut réfléchir, il ne faut pas se laisser avoir, quitte à aller contre notre pensée initiale et contre notre croyance première. Il faut se remettre tout le temps en question. Et ça de façon constante, totale, face à n'importe quel problème. Ça en mathématiques, mais vous le faites juste constamment, quoi. C'est la base. Ne jamais considérer comme évident un résultat, même s'il en a tout l'air. Il faut toujours questionner, toujours remettre en question sans relâche jusqu'à éventuellement arriver à un résultat. Et ça, d'une certaine façon, c'est la base de la réflexion. Le fait de penser contre soi-même, de s'interroger soi-même, de presque discuter avec soi-même, en nous-mêmes. C'est ça ce qui fonde la réflexion et peut-être même une certaine forme d'intelligence. Alors pour illustrer ça, vous avez tout de même cette fameuse phrase de Platon dans le Théétète, « La pensée, c'est l'âme qui dialogue avec elle-même ». Alors dialoguer pour Platon, c'est pas du tout la discussion de comptoir, hein, c'est beaucoup plus un débat dans lequel les interlocuteurs s'affrontent avec différents arguments. Bon. Et donc, comme les mathématiques nous entraînent à penser systématiquement contre nous-mêmes, tout le temps, on fait tout le temps ça en maths. On se dit, attends, est-ce que là c'est bon? Est-ce que je suis pas en train de déconner? Attends, vas-y, c'est bon. Eh bien, les mathématiques, ou plutôt le fait de pratiquer et de faire des mathématiques, ça nous aide et ça nous entraîne tout simplement à mieux penser et à réfléchir plus justement et plus sainement. Et ça de façon générale, même dans la vie de tous les jours. Et c'est pas un hasard, vous voyez, que les mathématiques et la philosophie soient nées et restées historiquement extrêmement proches pendant très très longtemps. En Grèce, par exemple, les deux disciplines étaient inextricables. Pensez à Platon ou Pythagore lui-même, mathématicien et philosophe. Extraordinaire. Mais plus proche de nous, vous avez aussi, pour les plus connus, je ne sais pas moi, mais vous avez Léonard de Vinci, Newton, Leibniz, Descartes, Pascal évidemment, mais aussi Condorcet ou d'Alembert. Tous mathématiciens et philosophes de génie. Et ça, cette proximité assez notable quand même, surtout en Grèce antique, eh bien, elle vient du fait que la philosophie et les mathématiques utilisent une nature de raisonnement et des objets de raisonnement très proches. On raisonne de façon abstraite, de la façon la plus logique possible, et aussi, bien sûr, on pense contre soi-même en philosophie et en mathématiques. On se remet en question systématiquement. Tout le temps. Or, le plus souvent aujourd'hui, dans le milieu scolaire en particulier, on a tendance à comme opposer philosophie et mathématiques. On se dit les maths c'est scientifique, la philosophie c'est littéraire, et on les range comme ça dans des cases qu'on croit hermétiques et qui ne communiquent apparemment pas. Mais en réalité, philosophie et mathématiques sont extrêmement proches dans leur nature et dans leur dynamisme. Alors pour vous donner une anecdote tout à fait personnelle, moi à l'origine, j'hésitais entre soit enseigner les mathématiques, soit enseigner la philosophie, parce que voilà, je suis passionné de mathématiques, mais aussi de philosophie, je crois depuis mes 14-15 ans, quelque chose comme ça, bon, il me semble. D'ailleurs, si vous voulez de modestes conseils pour les dissertations de philo, je vous mets une petite vidéo en lien juste là, voilà. Bon. Enfin, en tout cas, j'hésitais entre maths et philosophie. Donc voilà, les deux disciplines les plus chiantes qu'on puisse enseigner, d'après les élèves. Et je pense que la raison pour laquelle j'aime particulièrement les maths et la philosophie, ça vient du fait que les deux se déploient dans des mondes abstraits, dans des dynamiques et des natures très similaires en fait. Mais bon, hormis tout ça et philosophie mise de côté, je dois vous avouer que la raison pour laquelle j'aime faire des mathématiques et les enseigner aussi, ça n'est absolument pas pour les raisons que j'ai énumérées et tâché d'expliquer ici. Alors, le fait que ça nous permette de mieux penser, de développer notre cerveau, etc., c'est vrai. Totalement vrai. Moi, vous voyez, par exemple,
je vous parle encore de moi décidément, mais je fais de façon purement amatrice évidemment, mais je fais du piano et de l'orgue, voilà, bon, même si pas que rien du tout, bon, peu importe. Et le truc, c'est que l'orgue, bon, c'est un instrument qui demande d'être bien concentré, notamment parce que vous jouez aussi avec les pieds, bon, c'est-à-dire que vous jouez des notes sur un pédalier, voilà, vous jouez des notes avec vos pieds. Et ben, je peux vous dire et vous assurer que le moment où j'ai fait le plus de progrès à l'orgue, ça a été en classe prépa quand j'ai étudié les maths. Et je pense sincèrement que c'est dû au fait, alors peut-être que c'est une fausse évidence, hein, peut-être que c'est un effet cigogne, hein, mais en tout cas, j'associe ça au fait que en prépa, j'ai étudié les maths à fond, à un niveau d'intensité assez élevé, comme tous mes camarades d'ailleurs, et sur un temps assez long. Voilà. Bon, ça c'était pour la deuxième petite anecdote personnelle, voilà. Mais en tout cas, même physiquement au niveau cérébral, on le constate bien, hein, les mathématiques nous permettent de développer nos capacités cognitives. Bon, c'est pas du tout pour ça que j'aime faire des maths, mais alors vraiment, mais pas du tout. Hein. Ça, le fait que faire des maths, ça nous aide à mieux penser, très bien, mais à titre personnel, je considère ça presque juste comme une externalité positive, si vous voulez. C'est-à-dire, pour le dire simplement, c'est un truc en plus. Voilà, c'est cool hein, que ça se passe, mais ça n'est pas la fin en soi à laquelle j'aspire. Mais encore une fois, c'est fondamentalement à titre personnel que je dis ça, hein, parce que qu'on se le dise, le fait qu'on enseigne les maths aux enfants et aux étudiants partout dans le monde, c'est d'abord pour toutes les raisons qu'on a énumérées précédemment. C'est pour former et entraîner notre esprit, ou notre cerveau si vous préférez, et ça fonctionne super bien. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a une raison qui, moi, me semble mais juste complètement au-dessus de tout ça pour étudier les mathématiques, qui justifie l'étude des mathématiques. C'est le fait que les mathématiques, et je vous l'assure, les mathématiques sont belles. Les mathématiques sont belles. Et j'ajouterais même aussi élégantes. Alors ça, j'ai conscience que ça peut paraître assez inconcevable et non pertinent, et pourtant, mais c'est tellement le cas, quoi. C'est tellement le cas et c'est pour ça que les mathématiciens font des maths. Sinon, si c'était juste pour entraîner leur cerveau, ils auraient arrêté depuis belle lurette, je pense. Non, l'une des raisons pour lesquelles ils continuent et pour lesquelles je continue aussi à titre personnel de faire des mathématiques, c'est tout simplement parce que il y a de la beauté en fait dans les mathématiques. Et ça, c'est ça le vif du sujet. C'est réussir à considérer les mathématiques non pas comme un moyen de développer son cerveau ou son esprit ou que sais-je, mais comme une fin en soi. Les maths pour les maths. Alors, je le conçois, ça peut sembler un peu délirant dit comme ça, surtout quand on n'a pas l'habitude de faire des maths, mais je vous assure, c'est, je crois, vraiment la plus belle et la plus enthousiasmante des motivations qui puissent nous pousser à faire des maths. Et c'est ce qui fait le plus souvent qu'on se passionne pour les mathématiques. C'est parce qu'elles sont belles et qu'on y trouve un vrai plaisir, quoi. Exactement comme on pourrait se passionner pour la musique ou tout autre art, par exemple. Parce qu'il y a vraiment de quoi se passionner pour les mathématiques, comme on le verra dans la prochaine vidéo. Alors peut-être que, et c'est vrai, les mathématiques sont effectivement très utiles et très efficaces pour nous développer intellectuellement et j'allais dire cérébralement, mais c'est peut-être juste pour la beauté des mathématiques qu'Édouard Herriot, grande personnalité publique de la Troisième République, ça d'ailleurs, a écrit cette phrase que je trouve absolument sublime et tellement juste. La musique est une mathématique sonore, les mathématiques une musique silencieuse. Ça, et ça, ce sera pour le prochain épisode.